Donc je vous propose qu'on démarre tout de suite justement dans la problématique de la claudication artérielle, bilan et diagnostic différentiel. Alors on a déjà 10 minutes de retard. Merci. Voilà. Bonjour, je vais vous parler de la claudication artérielle. C'est un sujet que vous connaissez déjà très bien. On va essayer de un peu mieux préciser son bilan et qu'on verra dans certaines situations, on peut être amené à avoir des problèmes et à faire des diagnostics différentiels. Alors, qu'est-ce que la claudication artérielle? Elle correspond au stade 2 de la classification de Lorich-Fontaine. C'est une ischémie d'effort. Ce sont des douleurs qui surviennent à l'effort, qui vont disparaître au repos après un temps qui est assez bref, en général de moins de 5 minutes, et qui vont permettre au patient de reprendre son activité physique. C'est le fameux syndrome de la vitrine. Classiquement, la claudication artérielle, c'est une crampe, une sensation de raideur du muscle. Le patient décrit une sensation d'un muscle qui durcit. Ce n'est pas une fatigue au niveau des membres inférieurs, ce ne sont pas des brûlures, ce ne sont pas des paresthésies. Le périmètre de marche est variable. Il va falloir s'attacher à mieux le préciser avec le patient pour évaluer la gravité de son artériopathie et bien lui faire préciser quelle est sa distance de marche, à partir de quelle distance de marche survient la douleur. Le temps de récupération, on a déjà parlé, qui est bref en général, plutôt dans la minute. Il faudra aussi préciser la localisation de sa douleur. Est-ce que sa douleur est plutôt fessière, crurale ou surale? Pourquoi il est important de diagnostiquer cette artériopathie? Parce qu'elle est souvent sous-diagnostiquée. Elle concerne environ 2,5 millions de la population française. Seulement un tiers des claudicants vont consulter, ce qui représente environ 800 000 patients en France. Un tiers ne vont pas consulter puisqu'ils ne sont pas symptomatiques et un tiers ne consultent pas. Quelques petites notions de physiopathologie. Pourquoi on a cette claudication d'effort? À l'effort, on a une augmentation du débit sanguin dans les muscles. Ce débit est par contre diminué évidemment au niveau des organes digestifs, au niveau des reins. Il reste stable évidemment au niveau du cerveau. Lorsque l'on a un effort intense, ce débit va être augmenté jusqu'à un facteur 10 pour amener un apport suffisant d'oxygène au niveau des muscles. On comprend très bien dans ces situations que s'il y a un obstacle par occlusion ou en raison de sténose sévère sur les axes artériels, il va y avoir un déficit d'apport d'oxygène au niveau des muscles, un passage en anaérobie et donc production d'acide lactique qui vont produire la symptomatologie douloureuse. Quelques rappels anatomiques afin de, simplement avec la localisation de la douleur, on va pouvoir mieux préciser le niveau d'atteinte sur les axes artériels. L'aorte se divise en artère iliaque primitive, donne les artères iliaques externes et internes ou hypogastriques. Au niveau du scarpa, l'artère fémorale commune qui va donner l'artère fémorale superficielle avec l'artère fémorale profonde, sa principale voie de suppléance, l'artère poplitée, d'où naissent les artères jambières et surales. En cas de claudication surale, on aura plutôt un niveau d'atteinte sous-poplité, poplité ou fémorale superficielle. Une claudication crurale devra plutôt nous faire évoquer une atteinte au niveau des artères iliaques externes ou fémorales communes. Et lorsqu'on a des atteintes très proximales, au niveau avec des occlusions aortiques ou des artères iliaques primitives, on pourra avoir plutôt une claudication fessière. Comment faire le diagnostic? Vous l'avez vu, essentiellement, le diagnostic est clinique avec une importance de l'interrogatoire afin de bien préciser la nature de la douleur, l'examen clinique avec la recherche des pouls, la mesure de l'IPS qui permet à l'USER d'affirmer le diagnostic positif d'artériopathie. Évidemment, ce diagnostic est évoqué dans un contexte particulier chez des patients qui présentent des facteurs de risque cardiovasculaire. Un bref rappel, vous les connaissez évidemment déjà tous, outre l'âge, le sexe masculin, l'hypertension et l'hypercholestérolémie, 2 facteurs cardiovasculaires ont un tropisme plus particulier dans l'atteinte des membres inférieurs, le diabète avec une atteinte plutôt distale et le tabagisme avec une atteinte plutôt proximale. Le bilan, donc en cas d'artériopathie, le diagnostic positif sera réalisé grâce à un examen écho-doppler avec mesure de l'IPS qui est impératif pour faire ce diagnostic positif.
On pourra être amené, lorsqu'on évoque d'autres diagnostics, à réaliser d'autres examens, notamment lorsqu'on recherche des atteintes rhumatologiques, avec des radiographies articulaires, des scanners ou IRM du rachis lombo-sacré lorsqu'on va évoquer plutôt une atteinte rachidienne, voire un électromyogramme lorsqu'on suspecte une neuropathie périphérique. Évidemment, on devra ensuite réaliser le bilan de cette maladie athéromateuse chez des patients qui sont polyvasculaires. L'examen échodoppler nous permet une cartographie précise de l'ensemble des axes artériels des membres inférieurs, depuis l'aorte jusqu'en distalité au niveau des artères jambières. On va pouvoir de manière précise localiser les vaisseaux occlus, localiser les sténoses et surtout les quantifier. Pour cela, on utilise les différents outils dont on dispose avec nos machines d'échographie, que ce soit le mode couleur, énergie, le mode pulsé avec des mesures de vitesse, puisque ces sténoses vont être quantifiées grâce à des rapports de vitesse de pic systolique maximum et qui donnent une quantification précise. Évidemment, il est complété par la mesure de l'IPS, c'est l'index de pression systolique. Il permet à lui seul de définir l'artériopathie et d'en faire le diagnostic positif. Il est normal, donc c'est le rapport de la pression systolique à la cheville sur la pression systolique au niveau du bras. On le considère normal entre 0,9 et 1,3. On parle de seuil d'ischémie critique lorsqu'il est inférieur à 0,5. On est néanmoins ennuyé chez les patients notamment diabétiques ou insuffisants rénaux qui ont d'importantes lésions distales de médiacalcose avec des artères qui sont incompressibles. On se retrouve avec des IPS qui sont supérieurs à 1,3. Et dans ces situations, il est intéressant de réaliser une plétismographie, une mesure au niveau du gros orteil de cet index de pression, soit ou par plétismographie ou par cysto. Les diagnostics différentiels, pourquoi il faut y penser? Évidemment, le plus souvent, la situation est assez simple. On a une claudication qui est typique, on ne retrouve pas de pouls distaux, il y a une nette diminution. C'est un patient qui a des facteurs de risque cardiovasculaire, on a un Doppler qui est concordant. Le diagnostic est assez simple à réaliser. Néanmoins, cette maladie survient chez des patients qui sont âgés, qui sont polypathologiques, qui sont diabétiques, qui vont avoir une neuropathie associée, qui peut avoir des discopathies au niveau du rachis, des lésions arthrosiques, et il est parfois difficile à l'interrogatoire de bien leur faire préciser leur douleur et de bien faire le diagnostic. Dans d'autres circonstances, chez des patients là plutôt jeunes, on va s'orienter plutôt vers des artériopathies non athéromateuses, chez des patients sportifs dont on a déjà parlé les jours précédents. Les principaux diagnostics différentiels, on peut avoir des claudications d'origine médulaire. Dans ce cadre-là, on n'a pas de douleur. On aura plutôt une faiblesse au niveau des membres inférieurs avec une récupération à l'arrêt de l'effort qui est plus longue. On peut avoir des claudications aussi veineuses chez des patients qui ont des syndromes post-phlébitiques avec des occlusions persistantes des veines iliaques. On va avoir de la même manière une douleur à l'effort, mais souvent associée à un œdème, notamment au niveau des cuisses. Pour les pathologies arthrosiques, les douleurs surviennent un peu différemment. C'est plutôt des douleurs au lever qui débutent dès la mise en charge des articulations avec des douleurs, des gonalgies ou des douleurs au niveau des hanches. On peut avoir donc des pathologies radiculaires. Le trajet de la douleur est plus évocateur avec des problèmes de sciatique tronquée ou tronculaire, des pathologies tendineuses, des épines calcanéennes, des myalgies, des polynéphrites, des syndromes d'éloge, je l'ai remis, on en a déjà parlé les jours précédents. Concernant les causes non athéromateuses de claudication artérielle, on peut avoir des causes iatrogéniques, notamment chez des patients qui ont eu des cathétérismes avec des dissections, notamment au niveau des axes des artères iliaques récentes ou vieillies, des problèmes de faux anévrismes au niveau des axes fémoraux. Des maladies inflammatoires avec la maladie de Berger, la maladie de Takayasu, des maladies systémiques avec la périarthrite noueuse, le lupus, le Horton, des maladies dégénératives, la claudication du sportif avec l'endofibrose iliaque et les syndromes d'artère pulpitée piégée et des artérites radiques chez des patients qui ont été irradiés notamment au niveau iliaque. Alors, l'IPS est un facteur diagnostique, mais c'est aussi un facteur pronostic. On voit qu'il est directement corrélé à la survie des patients. Par exemple, pour un IPS qui est inférieur à 0,4, on va avoir un taux de survie à 4 ans qui n'est que de 40%.
Cette mortalité est essentiellement cardiovasculaire. De la même manière, l'IPS va être corrélé au risque relatif de manière significative d'infarctus du myocarde. On voit que pour un IPS qui est compris entre 0,8 et 0,9, ce risque relatif est de 2, de 2,7 lorsqu'on est inférieur à 0,8, quelle que soit la symptomatologie du patient. On peut avoir des patients qui sont asymptomatiques, qui ont un IPS qui est diminué et qui vont avoir donc ce risque relatif d'infarctus du myocarde. L'artériopathie témoigne souvent d'une atteinte avancée. Comme vous voyez, dans plus de 50% des cas, on a une atteinte coronarienne qui est associée. On peut, dans 20% des cas, avoir des lésions carotidiennes associées. Et dans plus de 10% des cas, on a au moins 3 territoires qui sont atteints. D'où l'importance de réaliser un bilan chez ce patient polyvasculaire, plus général, avec au minimum un échodoppler des troncs supraortiques, une consultation cardiologique afin de rechercher ces lésions coronariennes, un bilan biologique avec au minimum un bilan lipidique, une glycémie à jeun, évidemment chez ceux qui ne sont pas diabétiques, une fonction rénale, un bilan rénal. En préthérapeutique, l'examen sera un peu différent chez des patients que l'on va orienter vers le chirurgien vasculaire en vue de discuter d'un geste de revascularisation. Il est important de réaliser un échodoppler artériel de préférence avec un médecin vasculaire pour avoir une cartographie précise des axes artériellement inférieurs. Ça pourrait être intéressant, d'autant plus chez des patients qui sont insuffisants rénaux avec stade terminal non dialysé, où on pourra éventuellement discuter la nécessité d'un angioscanner et compléter quand même le plus souvent par un angioscanner de l'aorte inférieure ou une angio-IRM. Voilà, merci de votre attention. Merci. On a du temps pour... j'ai rattrapé. Non, merci. On a gagné là. On a du temps pour quelques questions. Alors juste le temps que les questions remontent, moi j'ai une remarque. Vous avez dans votre présentation 7 ou 8 diapos sur l'IPS. Quand, si j'ai bien compris, le rapport du DPC, 40% des médecins ne le pratiquaient pas. Alors, vous n'aviez pas la réponse, d'accord. Donc voilà, c'est pas toujours aussi simple que ça, j'ai l'impression. Je pense que ça dépend où est réalisé l'examen échodoppler en fait, et donc je pense que parfois l'examen n'est pas complété par une mesure de l'IPS. D'accord. Donc c'est sur le compte rendu que reçoivent les médecins, il n'y a pas cette valeur. C'est pas évalué, oui. Oui. Est-ce qu'on peut faire un bilan en une consultation Non. Non, parce que d'abord, comme vous voyez, on fait une cartographie, donc l'examen est assez long, surtout quand il n'y a pas très peu de lésions, c'est assez rapide. Mais si on doit faire une cartographie précise et quantifier toutes les sténoses, on ne peut pas, dans la même consultation, faire le bilan et faire l'échodoppler des troncs supraortiques. Donc c'est vrai qu'on le reconvoque plutôt dans un deuxième temps, d'autant plus qu'on va l'adresser au cardiologue et on lui évoque tout le bilan qu'il doit réaliser. Et donc c'est vrai qu'on le revoit plutôt dans un deuxième temps pour revoir un peu quel bilan a été fait et où il en est de sa maladie athéromateuse. Il y a une question devant là, avant. Pour les patients qui ont une médical cause, notamment chez les diabétiques et qui n'en arrivent pas, qui sont incompressibles, est-ce qu'au cabinet on fait des fois le pole test, de mettre la jambe en l'air et de prendre le flux pour voir s'il y a toujours... Moi c'est vrai que je le réalise pas, je fais plutôt une mesure avec le système. Avec le système, mais c'est vrai que je fais pas ce test personnellement. Nous quand on n'avait pas le truc pour l'orteil, on faisait comme ça pour essayer de voir s'il y avait encore du flux avec la jambe à 90 degrés qui permettait de voir si le patient était en ischémie critique. C'est vrai que je fais pas ce test. C'est la méthode un peu à l'ancienne. Oui. Je voudrais revenir sur l'IPS. Je pense que ce serait beaucoup plus pertinent de savoir, et là on aurait eu la réponse, savoir combien de médecins généralistes, puisque quand même c'est eux qui sont en première ligne, surtout pour les... Alors c'est pas un bon exemple parce que les diabétiques, effectivement les IPS sont un peu faussés, mais globalement pour la recherche des facteurs de risque, il serait intéressant de savoir combien de médecins généralistes font les IPS. Idéalement, ça serait bien qu'ils puissent le faire, mais je pense que dans leur temps de consultation, ils n'ont pas forcément le temps. Une fois par an, vu le nombre, vu la récurrence des consultations, une fois par an, ça me semble un minimum.
Alors si je peux me permettre quand même, c'est que dans la majorité des facultés, les étudiants, notamment ceux qui vont se destiner à la médecine générale, ne sont pas du tout formés à ça, il faut être clair. Et puis je crois également qu'effectivement en médecine générale, peut-être qu'à un moment donné, il faut arrêter de charger la barque et commencer peut-être par nettoyer devant notre porte, puisque une grande majorité quand même de médecins vasculaires, y compris au cours de leur consultation, ne mesurent pas l'IPS. Donc après, c'est facile de dire c'est le voisin, etc. Mais voilà, je suis un peu... Je vais pas me faire pas que des amis, mais... Alors, je vais dans le même sens que toi, Gilles. Effectivement, la consultation de médecins généralistes est souvent surchargée. Ils ont déjà beaucoup de choses à gérer. Et effectivement, c'est plutôt aux médecins vasculaires souvent de le faire. Et je pense que tous les médecins vasculaires de la Réunion le font. Mais après, il y a certains radiologues qui le font. Il n'y a pas tous les radiologues qui le font. Et c'est souvent ça qu'il faut conscientiser. Ce que je vous propose, c'est qu'on arrête. C'est pas un reproche, mais c'est juste... On reprendra à la fin, puisqu'il y a encore 10 minutes, un quart d'heure lié à la discussion, parce qu'on va aller dans des trucs sans fin, là. Donc, non, Jean-Pierre, c'est non. Non, Jean-Pierre, c'est non.